et bienvenue à notre webinaire sur la thématique du recrutement. Pourquoi on va parler du recrutement aujourd'hui? Vous verrez d'ailleurs qu'on va parler beaucoup dans ce webinaire de hard skills, de soft skills, d'émotions également. On va aussi parler de biais cognitifs, de process pour rationaliser le recrutement. Et puis, on va également parler de prédictivité du succès du recrutement. C'est aussi tout l'enjeu et tout l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous apporter des solutions et des informations sur comment rendre vos recrutements plus efficaces. Alors, pourquoi on a choisi cette thématique? Pour répondre à cette question, dans un premier temps, je vais vous inviter à répondre à un sondage qu'on a fait 2 constats. Le premier constat, c'est un constat d'échec, de difficulté. Alors, qu'est-ce qui nous amène à dire ça? Je vous invite à répondre à la première question du sondage. Donc, sur 100 recrutements, aujourd'hui, combien échouent avant la période d'essai? Donc, je vous invite à répondre à cette question via le sondage qui vous est proposé. Donc, je vous rappelle, sur 100 recrutements aujourd'hui, combien vont échouer avant même la fin de la période d'essai et donc devoir réenclencher un processus de recrutement et recommencer le process. Alors, je vois plusieurs réponses qui commencent à arriver. Donc, on hésite entre 13 et 25% apparemment. Alors, par rapport à cette première question, en effet, aujourd'hui, on est sur 13% des recrutements qui vont échouer pendant la période d'essai. Donc, c'est déjà un constat assez important, c'est que très rapidement, on doit relancer le processus. Autre question sur laquelle on peut s'interroger également, c'est sur la première année après le recrutement. De la même façon, sur 100 recrutements, avant la fin de la première année, combien vont échouer sur 100 recrutements? Donc là, pareil, vous avez également le sondage pour réagir. Cette fois-ci, on est sur un laps de temps plus long, sur une année, mais qui, lorsque l'on met en place un process, est finalement un délai assez court pour déjà avoir une personne qui va quitter le poste et se remettre en recherche d'activité. Et donc, pour l'entreprise, devoir recruter un nouveau collaborateur. Alors là, c'est pareil, on a un petit peu d'hésitation. Alors, en effet, aujourd'hui, c'est 33% des recrutements qui échouent avant la fin de la première année d'embauche. On est sur des chiffres importants. On est sur des chiffres qui sont établis par la DARS au niveau du ministère du Travail. Donc, ce sont des chiffres officiels là-dessus. C'est vraiment des chiffres qui sont quand même, en tout cas, qui attirent l'attention et qui nous permettent en fait aujourd'hui de vous poser cette question sur comment rendre le recrutement plus efficace et augmenter la prédictivité du succès. D'autant plus que si on va plus loin, si on pousse à 18 mois, c'est un recrutement sur 2 qui échoue avant 1 an et demi. Donc, il y aura plusieurs sujets, plusieurs questions pour augmenter la prédictivité du succès. Deuxième constat, donc après ce constat de difficulté et d'échec, on a aussi un constat plutôt sur des opportunités, sur des nouveaux défis en fait, sur des challenges à relever pour les recruteurs dans l'entreprise et services RH plus généralement. Le premier constat, ça va être l'intégration d'une nouvelle génération. Aujourd'hui, on a la génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi, cette génération qui est née avec les nouvelles technologies, le téléphone, l'Internet, etc. Ils ont des attentes différentes, des modes de fonctionnement différents. Et comment aujourd'hui on va pouvoir répondre à travers nos process RH et de recrutement notamment, intégrer toutes ces nouvelles dispositions. Autre point, c'est 50% des métiers de demain n'existent pas. On a même une étude qui montre que 65% des métiers de 2035 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc en effet, c'est comment en recrutant aujourd'hui, j'anticipe déjà que le poste pour lequel je vais recruter n'existera peut-être plus lui dans quelques temps et sera remplacé par d'autres missions. Et c'est comment je vais pouvoir faire en sorte que mon collaborateur suive ces évolutions et comment je vais l'accompagner dans ce changement. Et cette dimension se prend en compte en fait dès l'étape de recrutement, d'anticiper l'avenir avec lui. Autre point, ça va être également ce qu'on appelle la digitalisation de la fonction RH. Nous, on a plus envie de parler du data RH. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de SIRH qui se mettent en place. On entre dans une gestion des talents, gestion des carrières. C'est-à-dire que dès le recrutement, on va anticiper quelles sont les compétences, les besoins du collaborateur pour ensuite l'accompagner et faire en sorte qu'au bout de 6 mois, elle soit encore dans l'entreprise, au bout d'1 an et 18 mois également.
Donc, pour nous, il est important de parler, en fait, c'est de data RH, c'est-à-dire des éléments qui soient concrets et factuels qui nous permettent demain, justement, d'accompagner le collaborateur dans la vie de l'entreprise et de suivre ses évolutions au niveau des différentes fonctions, des différents métiers qui sont amenés à changer dans l'avenir. Autre point, ça va être aussi pour vous, en fait, un moyen d'attirer les talents. L'étape de recrutement est aujourd'hui également une étape qui va permettre de favoriser la marque employeur. On en parle beaucoup, on parle d'expérience client en marketing pour attirer du client. Et bien, on est sur le même mode de processus dans le cadre du recrutement, où aujourd'hui, il est difficile d'attirer les talents dans l'entreprise et d'avoir un process qui permette une expérience candidat, permet de valoriser cette marque employeur et donc de pouvoir attirer les meilleurs talents dans l'entreprise. Et donc, se poser la question de notre process de recrutement permet cela. On va pouvoir également ajouter une autre dimension, c'est le marché du recrutement tendu. Alors, pas forcément par la rareté des candidats, quoique sur certains secteurs d'activité, c'est le cas, mais surtout par la complexité des postes demain. Comme on l'a vu en introduction, à 65% des métiers de demain n'existent pas. Les métiers évoluent rapidement et donc c'est comment on est capable de s'adapter à ça et comment on est capable d'attirer des candidats en fonction de leurs compétences aussi personnelles pour qu'ils puissent suivre ces évolutions dans l'entreprise. Donc on a vraiment cette notion aussi de marché étendu qui est un défi pour les recruteurs à prendre en compte. Donc ça, c'est important. En tout cas, il y a une certitude dans le recrutement. Vous serez, je pense, tous d'accord avec moi, c'est que en recrutement, le risque zéro n'existe pas. Et ça, que l'on considère… donc, pourquoi le risque zéro n'existe pas? C'est assez simple, c'est qu'on est souvent sur un recrutement intuitif plutôt que factuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, c'est qu'on va… Aujourd'hui, beaucoup de recruteurs prennent encore une théorie assez fortement développée, c'est la théorie du feeling. C'est-à-dire que je vais bien sentir un candidat, je vais avoir un bon contact avec lui, c'est ce qui va me permettre d'avancer. Et donc, on est sur une théorie qui peut amener ses succès de temps en temps, mais c'est difficile de reproduire ce succès et puis c'est difficile de le garantir. Nous, on va opposer cette notion de recrutement intuitif à du recrutement plutôt factuel. C'est-à-dire pouvoir se fonder sur des éléments qui soient concrets et mesurés chez le candidat, qui vont nous permettre justement, de reproduire ensuite le succès dans les futurs recrutements et aussi garantir son niveau élevé en termes de réussite dans l'entreprise. Autre point, c'est qu'aujourd'hui, on entend encore souvent qu'on recrute un petit peu à son image. Il est rassurant de recruter un candidat dans lequel on va peut-être pouvoir se reconnaître ou qui nous correspond à nous, recruteurs, plus en fait qu'aux besoins du poste. Donc là, c'est pareil, à notre côté, on va parler aujourd'hui plutôt de recruter par rapport à un besoin du poste dans une entreprise, dans un contexte particulier, plutôt qu'un recrutement à son image où on va justement là occulter en fait les besoins et les critères de réussite dans une mission et dans un poste. Donc ça, c'est vraiment important aussi de noter ces deux notions de recrutement factuel et recrutement évalué et mesuré par rapport à des besoins définis qui aujourd'hui ne sont pas forcément toujours bien clairs pour les entreprises. L'objectif d'être dans ce process, c'est vraiment d'augmenter la prédictivité du succès. C'est-à-dire d'avoir un modèle qui va me permettre de valider la réussite de mon candidat demain dans l'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir comprendre où sont les erreurs, où sont les pistes d'amélioration pour pouvoir faire évoluer les critères et le process de recrutement. Donc ça, c'est vraiment important d'être sur cette notion d'éléments mesurés et factuels. Donc la certitude, comme je vous disais, c'est que le risque zéro n'existe pas et ça que l'on considère le recrutement comme une science ou comme un art. C'est-à-dire qu'ici, l'idée étant d'avoir un maximum d'outils dans cette caisse à outils du recruteur pour sécuriser cette dimension. Ça ne vient en aucun cas enlever la dimension de relationnel, d'humain. C'est simplement qu'on vient y ajouter des outils qui vont permettre d'aller plus loin avec son candidat et d'être sur des éléments qui vont être concrets et factuels. Je vous invite aussi pendant ce webinaire, si vous avez des questions, s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez réagir, à profiter du chat pour interrompre, poser votre question et que je puisse y répondre en direct.
ce sera plus vivant et plus dynamique que d'attendre la fin de ce webinaire si toutefois il y a des éléments que vous souhaitiez comprendre davantage ou développer davantage. Donc, comme je vous le disais, le risque zéro n'existe pas. Pour autant, on ne peut pas s'arrêter à ce constat et puis se dire, eh bien, on va garder ces résultats avec un recrutement sur 2 quasiment qui échoue dans les 18 mois. On peut s'intéresser à des méthodes. On a des process qui vont permettre de réduire ce risque et d'augmenter la prédictivité du succès, et également des outils qui vont permettre cela. Donc, aujourd'hui, ce webinaire va nous permettre de définir et de comprendre quelques solutions, quelques outils pour augmenter ses chances de succès. Alors, en effet, comme je le disais, on a toujours cette relation humaine qui est forte. L'idée aussi, c'est de se poser des questions. Comment je peux aller encore plus loin dans la relation en ayant des process et des méthodes qui vont me permettre d'être plus sûr dans ma sélection et dans mon choix du futur candidat. Donc, pour ça, nous, on vous a posé la question à vous, RH, sur cette thématique, sur ce qui était important en fait pour vous dans la sélection d'un candidat, et on se rend compte qu'on a 2 éléments qui vont ressortir. Donc ça, c'est un sondage qu'on a réalisé sur le mois précédent ce webinaire. Peut-être que certains d'entre vous y auront répondu. Premier élément, c'est la personnalité comme un critère de sélection numéro 1. Donc aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui va être compétences techniques, etc., est relégué sur un second plan. On va vraiment s'intéresser à qui est mon candidat. Et c'est en cela que le feeling, ça prend une part importante. Mais c'est aussi en cela que le risque est fort de se tromper, parce que évaluer la personnalité d'une personne par des entretiens, par des échanges, c'est pas forcément facile. Mais on verra qu'il y a des techniques et des outils qui permettent d'accompagner cela. Et le deuxième élément, c'est également d'évaluer les compétences. Et ici, on va pouvoir dissocier, différencier les compétences techniques qui sont facilement mesurables et évaluables et les compétences personnelles, c'est-à-dire moi, par rapport à mon expérience, mon vécu, quelles compétences j'ai développées et qui pourront être utiles demain dans ma future mission et dans mon poste, et qui vont aussi me permettre de suivre les évolutions de mon métier. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre point également sur lequel on vous a interrogé, c'est les étapes clés du recrutement. Et bien là, c'est pareil, on a 2 éléments qui ressortent, et un prioritaire qui est la définition du profil de poste comme une étape clé du recrutement. Alors là-dessus, on vous rejoint complètement, et on viendra ensuite vous présenter quelques méthodes pour définir un profil de poste. Et puis également l'entretien. Alors en effet, l'échange, la relation humaine avec son candidat est importante, et on va se rendre compte aussi qu'il existe des outils pour aller plus loin dans l'entretien et s'intéresser réellement à ce qui est important pour le candidat et en fonction du poste que l'on doit recruter. Première étape, je vous disais, c'est s'intéresser réellement au poste. Alors, on a bien précisé réellement, on voit encore trop souvent, et ça à travers la lecture d'annonces sur le web, des missions qui sont assez génériques, pas très précises, et où on se dit, ce poste dans cette entreprise, finalement, ça serait le même poste que dans n'importe quelle autre entreprise. Or, il est important de s'intéresser au poste. Ici, on va s'intéresser en fait aux besoins pour réussir. Donc, quelles sont les compétences métiers, quelles sont les compétences techniques que mon candidat va devoir avoir. Au-delà de ça, ça va être quelles sont ses compétences personnelles. Et c'est en cela qu'on va parler de soft skills, c'est-à-dire dans quel environnement il va agir au sein de l'entreprise, quelle est la culture d'entreprise en termes de comportement, en termes de vision, en termes de motivation. Et puis, on va également parler de la personnalité du candidat. Comment il sera capable de s'intégrer dans son équipe avec ses collègues, avec ses managers ou avec justement ses collaborateurs qu'il aura à manager. Donc là, c'est vraiment de pouvoir se poser cette question vis-à-vis du poste dans l'entreprise, dans un contexte bien précis. Une entreprise X n'est pas le même besoin qu'une entreprise Y, et donc il faut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'un commercial, par exemple, dans mon entreprise, et ce qui me différencie d'un commercial d'une autre entreprise. Et par rapport à ça, il va falloir définir des critères identifiables pour mesurer, que ce soit des critères factuels et également des critères essentiels. C'est-à-dire que sans cette compétence, sans cette manière d'agir, à ce moment-là, on aura un échec dans le poste. Donc, il faut pouvoir se poser les bonnes questions
Pour ça, on a différents process qui nous permettent de vraiment définir le profil de poste au-delà des besoins horaires, de l'organisation du travail, mais vraiment quels sont les critères de réussite. On va pouvoir réaliser ce qu'on appelle un benchmark RH, par exemple. Le benchmark RH, c'est tout simplement ne pas se mettre dans la peau du candidat, mais se mettre quelque part dans le poste et de se poser les questions sur pourquoi le poste existe dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il amène dans l'entreprise en termes de valeur ajoutée, de plus-value, et quels sont les critères identifiables de réussite pour ce poste. Alors pour ça, on va pouvoir différencier différents éléments. Le savoir-être, donc on va parler ici du comportement de la personne, de ses motivations, qu'est-ce qui fait qu'elle va s'épanouir dans le poste. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur des outils d'analyse comportementale ou de motivation pour définir quels sont les critères essentiels du poste et quels sont-ils pour pouvoir les mesurer chez le candidat. Et puis, on a également une dimension de compétences à venir ramener. Donc, au-delà des compétences techniques métiers, on va aussi s'intéresser à ses compétences personnelles, c'est-à-dire est-ce qu'il a des aptitudes à comprendre les autres pour réussir dans le poste? Est-ce qu'il va avoir une compétence personnelle dans la gestion de conflits pour pouvoir être efficace dans sa mission? Ou est-ce qu'on va simplement attendre de lui de la flexibilité, d'avoir un focus sur le résultat, etc., etc. On peut lister différents talents personnels ou compétences pour définir ce profil de poste. Donc ça, c'est une première étape ou une première technique qui va permettre d'avoir un élément clé dans le recrutement. Donc ici, on peut le rattacher bien sûr à une fiche de poste, mais c'est important aussi de garder en tête que lorsque l'on recrute, on recrute aussi dans un contexte d'une équipe et d'une entreprise. Et que par conséquent, il est difficile d'arriver sur des fiches métiers en tant que telles en termes de process de recrutement. Parce que comme je vous le disais, un commercial dans mon entreprise n'est pas le même que dans l'entreprise voisine. Et au sein d'une même entreprise, on peut aussi avoir des différences entre mon secteur d'activité ou mon secteur géographique d'intervention. Autre élément qui peut être également mis en place, alors là sur des postes peut-être un peu plus spécifiques, c'est ce qu'on appelle l'analyse de performance. On va prendre l'exemple sur des commerciaux. Vous avez aujourd'hui une équipe d'une centaine de commerciaux de votre entreprise. Vous en avez qui surperforment et d'autres qui sous-performent. Alors, il est intéressant de s'intéresser à quelles sont les qualités, quels sont les talents de ceux qui surperforment et à l'inverse, d'aller voir quel est le savoir-être et les compétences de ceux qui sous-performent et de pouvoir identifier les critères de réussite et de succès sur ce poste dans mon entreprise. Donc là, on est sur une analyse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire passer des questionnaires, par exemple, à ces différentes populations de commerciaux, entre ceux qui surperforment et ceux qui sous-performent, et pouvoir aller rechercher quels sont les éléments qui reviennent forcément dans l'équipe des surperformeurs et quels sont ceux qui reviennent dans l'équipe des sous-performeurs. Et ça, sur plusieurs dimensions, à la fois sur les dimensions du savoir-être, donc comment j'agis, comment je fais les choses, mais aussi sur des dimensions de compétences en fonction des différents profils. Donc ça, c'est une deuxième technique qui peut être mise en œuvre pour justement définir quel est le profil de poste idéal pour recruter sur un poste dans l'entreprise. Donc ici, vous voyez, on a parlé de méthode, de process pour définir le profil idéal d'un candidat. Alors, on pourra aller plus loin pour ceux qui le veulent après ce webinaire. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Là, l'idée étant de vous présenter les différentes techniques possibles. Et vous voyez qu'on y associe à chaque fois des outils qui permettent de rendre la démarche factuelle, c'est-à-dire d'avoir des éléments qui soient identifiés, mesurables et que l'on va pouvoir dupliquer ensuite dans la phase de recrutement. Autre point, une fois qu'on s'est intéressé au poste, ça va être de s'intéresser au candidat. De la même façon, c'est comprendre qui il est. Donc là, c'est d'aller plus loin. C'est vraiment en ça que des outils peuvent vous aider dans la phase d'entretien. On a vu que l'entretien était un élément important dans la phase de recrutement. Dans les commentaires tout à l'heure, je l'ai vu également avec cette notion de feeling. Alors, on a en effet la relation humaine qui est forte. Maintenant, le fait d'avoir des éléments concrets à partager avec le candidat et sur lesquels on va pouvoir échanger vont permettre d'aller plus loin avec lui dans la phase de sélection. Donc ici, s'intéresser au candidat, ça va être parler de ses compétences techniques certes,
mais aussi quelles sont ses compétences personnelles en fonction de ses expériences passées et de ses acquis. Ça va être également de parler de ses environnements de confort, c'est-à-dire comprendre ce dont il a besoin aussi pour réussir et de pouvoir faire l'analyse, vous, en tant que recruteur, sur est-ce que cet environnement de confort correspond à l'environnement du poste que j'ai à offrir à ce candidat. Il est important, c'est que le candidat puisse dépenser son énergie, non pas pour s'adapter à son environnement, mais pour vraiment les missions qui lui seront demandées de réaliser. Donc, dès lors qu'on est en mesure, en amont, de comprendre qu'est-ce qui va lui permettre de s'épanouir, qu'est-ce qui va à l'inverse le mettre peut-être sous pression ou sous stress, permettra de définir si l'équipe dans laquelle il va intervenir et le poste sur lequel on l'attend correspond à ces environnements. De la même manière sur ses motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui va le pousser à agir le matin, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il va se lever, qu'il va passer une bonne journée. Dès lors que l'on va comprendre ces éléments-là, on va donc faire en sorte que le candidat soit épanoui sur son poste et donc plus performant. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants à prendre en compte, c'est de s'intéresser concrètement à son candidat. Et là, de la même manière, des outils permettent de faire cette mission-là. Vraiment, l'important, c'est de pouvoir mesurer et d'être factuel. Alors, le feeling, oui, mais pas que, j'ai envie de dire. Il est en effet important d'avoir un bon échange avec le candidat, mais on recrute pour un poste avec une mission bien donnée. Il est important de pouvoir vérifier que le candidat dispose des éléments nécessaires en termes de compétences et de personnalité pour réussir. On n'est pas forcément obligé d'aimer tous ses collègues, on n'est pas forcément obligé d'être ami avec tous ses collègues. Notre mission de recrutement, c'est aussi de faire en sorte qu'on ait sur des missions données un profil qui puisse répondre à ses exigences et aussi avoir un profil qui puisse s'adapter à la culture et au contexte de l'entreprise, dans sa manière de faire, dans sa manière de voir les choses et dans sa manière de mettre en œuvre ses actions. Ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire et de prendre une décision sur des éléments factuels qui vont pouvoir être partagés avec le candidat pour que lui puisse réagir dessus et créer un vrai échange et d'aller réellement plus loin que le simple effet de désirabilité d'un candidat qui souhaite intégrer une entreprise qui est là pour se vendre, montrer la meilleure facette de lui-même, et d'une entreprise qui est aussi dans une phase de séduction parfois pour attirer un talent, de mettre concrètement les choses sur la table, sur les besoins, les attentes du poste, ce qu'on a à offrir en termes d'environnement de travail, et de le mettre en corrélation avec les attentes et les besoins du candidat. Et c'est là la valeur ajoutée du recruteur aujourd'hui et demain, c'est dans cette analyse de pouvoir mesurer si un candidat est fait pour un poste ou pas, et non pas uniquement d'aller recruter pour trouver une position dans l'entreprise. Il y a vraiment cette analyse, cette professionnalisation en fait, en utilisant ces outils, en utilisant la data pour le recruteur, d'être sur une démarche beaucoup plus poussée et beaucoup plus analysée dans son process. Ça, c'est pareil, hein, on a des outils pour ça. Donc, on a également mené un sondage, comme tout à l'heure, pour savoir ce qui était important pour les entreprises par rapport aux outils d'aide à la décision. On se rend compte que pour 54% aujourd'hui des entreprises, c'est plutôt utile, voire extrêmement utile, d'avoir des outils d'aide à la décision. Des outils qui vont permettre justement de bien comprendre qui est mon candidat en face de moi, d'avoir aussi des éléments d'alerte et sur lesquels je vais pouvoir questionner le candidat. Donc, ces outils sont plutôt aujourd'hui, dans le monde RH en tout cas, des outils comme aidants. Par contre, on se rend compte que seulement 33% des RH utilisent des solutions. Et donc aujourd'hui, 2/3 n'en utilisent pas. Donc on est là sur un système plutôt incohérent de prime abord, c'est-à-dire je trouve ça utile à plus de 50%, voire si on ajoute utile et très utile, presque 60%. Toutefois, je n'en utilise pas. Alors aujourd'hui, il est important aussi de voir qu'on a différents outils d'évaluation. On a des outils de comportement, des outils de motivation, des outils sur les compétences. Vous avez certaines solutions qui vont regrouper le tout. Il est en fait important de s'interroger sur ce que je veux évaluer et mesurer chez mon candidat pour pouvoir ensuite mettre en œuvre la bonne solution. Donc chez TTI, on a développé différents outils et on a une philosophie par rapport à ça. C'est que ici, vous voyez, on a repris le schéma de la personne et on a différentes strates de la personnalité que l'on peut évaluer ou en tout cas sur laquelle on peut échanger avec le candidat. Et on a développé au sein de TTI différents outils pour justement venir analyser les différentes strates de la personnalité d'un candidat.
Donc, on a le premier élément avec l'outil DISC que pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être, le langage des couleurs, sur comprendre comment un candidat agit, donc comment j'agis, c'est-à-dire pouvoir mettre en lumière quel est mon environnement de confort ou de performance, mon environnement potentiel de stress et pouvoir faire le lien avec les attendus du poste pour réussir. Donc, quels sont les critères en fait de réussite dans le poste en termes de comportement et de pouvoir évaluer ça chez un candidat et pouvoir échanger avec lui sur ses besoins et sur ses attentes par rapport à sa mission. Autre élément, c'est de s'intéresser à ses motivations, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi je vais me lever le matin, qu'est-ce qui va faire que j'ai passé une bonne journée, donc qu'est-ce qui va faire que je vais m'épanouir dans le poste. Donc là, c'est pareil, on a, nous, un deuxième outil qui permet d'aller sur ce terrain-là, de vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour le candidat, qu'est-ce qu'il aura besoin de nourrir dans son quotidien, qu'est-ce qu'il aura besoin de trouver dans son poste pour être motivé tous les matins. Et donc là, ici, quelque part, lutter contre le désengagement au travail, par exemple, qui est une thématique également souvent reprise aujourd'hui dans les problématiques de gestion RH. Autre point, une fois qu'on a vu ce qui est important pour moi et comment je vais faire les choses, c'est de savoir si j'ai les ressources pour réussir. C'est intéressant et c'est bien de savoir si je vais m'épanouir dans le poste. Encore faut-il que j'ai les compétences pour réussir la mission qu'on va me confier. Et pour vous, recruteurs, vous assurer qu'au-delà d'un savoir-être adapté à l'entreprise, que le candidat ait des ressources pour justement réussir sa mission. Donc là, on est sur un troisième outil d'analyse de compétences qui va là vraiment pouvoir définir mon niveau de maîtrise sur plus de 63 compétences personnelles au niveau de l'individu. Autre point, on a ce qu'on appelle également l'intelligence émotionnelle. C'est ma capacité justement à gérer mes émotions. Donc là, c'est un outil qui pourra être fortement utile sur des missions stratégiques, sur du management à enjeu, où justement on est dans des environnements de stress, de pression forte. C'est quelle est la capacité de mon candidat à pouvoir gérer ses émotions pour prendre une bonne décision. On va parler beaucoup de QI. Eh ben, si j'ai un très bon QI mais un très faible QE, je n'ai pas les ressources pour utiliser ce QI. Donc, il est important d'avoir cette notion de compétence sur la maîtrise de ses émotions et on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Donc, en fait, ici, vous avez la caisse à outils du RH pour pouvoir, en fonction des postes, en fonction des attentes de l'entreprise, pouvoir aller chercher l'outil adapté à ce que je veux vérifier ou à ce que je veux évaluer chez mon candidat. En fonction d'un poste, en fonction d'une mission, je vais avoir vraiment besoin d'aller m'assurer sur certains points. Donc, il est important d'avoir des outils qui soient adaptés et précis sur chaque point que je vais vouloir mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, ce sont différents outils qui permettent de vous aider. Alors, il y a des avantages à faire tout ça, ce que vous me direz, je vous vois venir, tout ça, ça a un coût, ça va générer des coûts supplémentaires en termes de recrutement. Alors, de manière faciale, je vous répondrai oui, évidemment. Le fait de prendre une caisse à outils pour développer ses compétences en recrutement, pour vérifier et sécuriser ses recrutements, de manière faciale, il y a un coût, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et le premier avantage, c'est des gains pour l'entreprise. Et vous, RH, vous devenez un acteur, vous, recruteurs, vous devenez un acteur et un générateur de profit dans l'entreprise. Vous êtes un acteur pour augmenter la profitabilité de votre entreprise. Pourquoi? C'est assez simple. Vous allez en fait baisser le coût du recrutement de manière globale. Si vous augmentez le taux de succès dans l'entreprise, vous allez recruter moins souvent pour des mêmes postes. Ce qui veut dire que vous allez uniquement recruter ou de manière générale pour le développement de l'entreprise et non pas pour remplacer des ratés. Donc, en cela, le coût global du recrutement va baisser. Autre point, vous allez aussi participer à l'augmentation de la performance de l'entreprise. Avoir cette facilité de mettre la bonne personne à la bonne place, de pouvoir ensuite avoir identifié en amont quelles sont ses forces, quels sont ses besoins, d'avoir vraiment une implication dans la gestion des talents et de la gestion des carrières dès l'intégration du candidat, va vous permettre justement de pouvoir faire évoluer le candidat dans l'entreprise afin qu'il soit toujours plus performant. Donc là, c'est aussi déjà votre rôle et votre mission en tant que recruteur de pouvoir participer à ça. Et en cela, vous faites gagner de l'argent à l'entreprise. Autre point, vous allez aussi faciliter l'arrivée des talents. Vous allez valoriser l'expérience candidat et donc vous êtes également un maillon dans cette chaîne pour valoriser la marque employeur quelque part. Donc ça, c'est vraiment aussi important.
lorsque je m'intéresse réellement au candidat en fonction d'un poste, que je suis capable d'argumenter une décision positive ou négative et de lui expliquer pourquoi. Si c'est négatif, il va pouvoir en parler à ses amis d'une expérience candidat bien vécue et ressortir de cette expérience avec du plus pour lui. Et s'il est intégré, il va déjà intégrer un parcours de gestion de talent et être sécurisé sur le fait que le poste corresponde bien à ses compétences et à ce qu'il peut faire dans l'entreprise. Donc ici, on est vraiment sur également, pour le futur, sur un marché qui peut être tendu, d'attirer les bons candidats dans l'entreprise. Autre point, c'est que vous avez participé à la diminution du taux d'absentéisme. Cet absentéisme un peu de confort lorsque je suis démotivé, lorsque je suis désengagé dans l'entreprise parce que je ne me retrouve pas dans mon poste, je ne me retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise. Si je recrute la bonne personne dès le début, que j'ai verrouillé, j'ai sécurisé le fait que la culture d'entreprise, le contexte de l'entreprise correspondent à ce qu'elle attend, que son environnement de travail correspond à ses besoins et à ses éléments pour s'épanouir, vous allez de fait diminuer le taux d'absentéisme dit de confort sur ces personnes désengagées ou démotivées. Autre élément, c'est également la diminution du taux de turnover. De facto, si vous passez d'un taux de prédictivité plus élevé, si au lieu de 13% d'échecs, vous passez à 6% et au lieu de 33% dans la première année, vous passez à 20%, automatiquement et mathématiquement, vous allez diminuer le taux du turnover. Donc ça, c'est aussi important pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se concentrer réellement sur la gestion de ses talents, la gestion des carrières dans l'entreprise, plus que sur du remplacement numérique de collaborateurs issus d'un échec de recrutement. Donc voilà ce qui va aussi vous permettre, vous recruteurs, RH, d'asseoir cette position demain vis-à-vis d'un comité de direction. Pourquoi ? Sur le fait d'avoir un process de recrutement qui soit clairement professionnalisé, outillé pour aller vers une augmentation de cette prédictivité sans entrer dans un système de je mets les candidats dans des cases par rapport au recrutement, mais je m'intéresse vraiment à un poste, je m'intéresse vraiment à un candidat, j'ai les outils et les moyens pour le faire et derrière, j'augmente les chances de succès dans l'entreprise du candidat. Voilà pour ce webinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à réagir directement sur le chat. Donc, soit si c'est des questions sur les outils, sur les process, je vous laisse quelques minutes. On a quelques minutes pour échanger directement à travers le chat et que j'apporte des réponses. Alors, on a parlé des commerciaux dans ce webinaire. Je vois qu'on a des questions sur les questionnaires commerciaux ou autres. C'est un exemple que l'on a pris. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui sur nos questionnaires, ils s'intéressent avant tout à la personne, à l'individu. Et donc, on peut bien sûr faire passer ces questionnaires pour tout type de poste avec le fait d'avoir bien compris qu'en amont, j'ai défini ce dont j'ai besoin dans l'entreprise en termes de compétences, en termes de façon d'agir, en termes de motivation pour réussir. Et derrière, le questionnaire va me permettre en fait d'avoir des éléments factuels et concrets pour savoir si le candidat correspond à mes attentes et aux besoins du poste et donc de l'entreprise. Alors, les outils, en effet, on les applique concrètement, ce sont des questionnaires. Donc, comment ça se passe? C'est que vous avez une première étape pour vous former à l'utilisation de ces questionnaires, c'est-à-dire pouvoir comprendre et analyser les résultats d'un questionnaire, pouvoir aussi savoir comment faire un benchmark avec l'aide de questionnaires ou d'autres outils. Et puis ensuite, vous êtes pleinement autonome, c'est-à-dire que vous pouvez faire passer les questionnaires à vos candidats, vous recevez les résultats, vous recevez les rapports et ça vous permet de mettre en place votre processus de recrutement. Donc là, il y a vraiment cette autonomie vis-à-vis de l'utilisation des outils. Alors après, on a d'autres possibilités sur des utilisations plus au cas par cas où on peut avoir une prestation externalisée. Donc là, c'est un consultant externe qui fait la prestation pour vous. Le tout étant d'avoir en fait un outil qui vous permette de bien comprendre qui est le candidat en face de vous et de pouvoir avoir des clés sur quelles sont les questions à poser, sur quel point je dois être vigilant, sur quel point je vais devoir l'accompagner et pouvoir échanger avec lui dans le cadre de l'entretien et prendre une décision complètement éclairée. Alors, comment se présente la solution, licence, etc. Donc, comme je vous disais, chez nous, c'est d'abord une formation à l'outil et ensuite, c'est un achat par questionnaire. Donc, on peut être sur des achats de packs en volume et vous avez donc ensuite un lien que vous envoyez par Internet à votre candidat. Il remplit son questionnaire par Internet. Vous recevez automatiquement un rapport avec ses résultats et donc, vous pouvez de fait être très réactif dans cette notion d'accompagnement et d'aide à la décision dans le recrutement. Donc, on n'est pas sur un système de licence, on est sur un système de questionnaire, soit acheté à l'unité, soit acheté directement par pack. Alors, Amélie, où trouver ces outils? Eh bien, vous pouvez me contacter directement pour cela.
Et puis, on pourra échanger justement sur comment mettre en œuvre ces solutions. Donc, vous avez mes coordonnées ici. Je me tiens à votre disposition par téléphone ou par mail pour pouvoir répondre à vos questions plus précisément, vous présenter également notre offre au recrutement et pouvoir avancer sur ce sujet et vous donner des outils pour améliorer la prédictivité du succès dans vos futurs recrutements. Et puis, sachez aussi qu'on a un prochain webinaire le 5 avril sur une notion de management avec l'outil DISC qui vous sera présenté. Je vous remercie de votre participation et je reste à votre écoute pour toute question complémentaire.